Salut, moi c'est Hélène et aujourd'hui on va se parler de santé mentale. Mais avant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous occupez le poste que vous avez toujours rêvé de faire, même lorsque vous étiez petit? Moi, très franchement, non. À vrai dire, je rêvais pas d'être astronaute ou vétérinaire comme mes camarades de classe. J'étais plutôt fascinée par le milieu journalistique, si bien que je voulais devenir correspondante à l'étranger en zone hostile. Oui, je sais, ça peut paraître surprenant, mais même si aujourd'hui mon projet ne s'est pas concrétisé et que je ne suis pas correspondante en zone hostile, l'intérêt pour le milieu journalistique est resté, si bien que j'en ai fait mon sujet de mémoire. Et aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler. Comme vous le savez, la dernière année fut particulièrement difficile au niveau de la santé mentale, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Vous-même, peut-être, avez-vous été confronté à un stress plus accru ou encore à une gestion émotionnelle plus complexe. Pourtant, la communauté scientifique s'intéresse à l'enjeu de la santé mentale depuis le début des années 80, où elle étudiait notamment le trouble de stress post-traumatique chez les militaires et les vétérans. Le sujet a ensuite été appliqué chez les policiers, les pompiers, les ambulanciers, bref, tous ces corps de métier qui, de par leur fonction, sont appelés à être sur des scènes dites traumatiques, mais également à être premiers répondants. Même si les journalistes ne sont pas forcément des premiers répondants, ils peuvent être appelés à être témoins justement de scènes dites traumatiques. Et pourtant, il aura fallu attendre jusqu'au début des années 2000 avant de voir les premières études concernant la santé mentale chez les journalistes. Et encore là, ça concernait essentiellement les journalistes qui travaillaient en zone hostile, donc sur des guerres, par exemple. Donc, je suis fière aujourd'hui d'être parmi les premières chercheuses francophones à avoir étudié le sujet d'un point de vue occidental et chez des journalistes qui travaillent à une échelle de proximité. L'objectif de ma recherche était donc d'amener une réflexion globale concernant la couverture d'événements traumatiques de proximité et ses impacts sur les journalistes et les photojournalistes qui y sont affectés. Éventuellement, je voulais également émettre une recommandation destinée aux acteurs du milieu médiatique qui les amènerait à être mieux outillés concernant la prévention, la sensibilisation et la prise en charge des risques psychosociaux liés à la pratique journalistique. Pour atteindre ces objectifs, j'ai non seulement effectué une revue de littérature et discuté avec des chercheurs de mon milieu, mais j'ai également rencontré 15 journalistes et photojournalistes qui travaillent pour un média national québécois, français ou belge et qui ont couvert au moins un attentat terroriste de proximité entre 2012 et 2017. Certains résultats se sont avérés plutôt étonnants. Parlons d'abord de la perception des troubles de santé mentale dans le milieu journalistique. Pour les femmes, cet enjeu reste extrêmement tabou, tandis que pour la majorité des hommes, la question a grandement évolué dans les dernières années. Également, il semblerait y avoir une double stigmatisation, soit selon la fonction, ou la détresse de certains journalistes tels que les journalistes qui travaillent en zone de guerre ou en zone hostile, semblerait plus légitime que celle des journalistes œuvrant à une échelle locale ou de proximité. Et également, selon le trouble, donc l'épuisement professionnel, par exemple, serait beaucoup mieux perçu dans le milieu journalistique que d'autres troubles tels que la dépression ou l'anxiété, où le journaliste ne s'est pas épuisé à la tâche, mais s'est plutôt laissé affecter par une tâche. Également, au risque de vous surprendre, pour la plupart des journalistes rencontrés, la notion d'objectivité telle qu'on la connaît relève d'un mythe et les émotions seraient en fait des outils de travail. C'est ce qui leur permettrait notamment d'entrer en relation avec leur public ou encore de gagner la confiance de leurs sources. Mais pour éviter de tomber dans une dérive émotionnelle qui nuirait à la qualité de leur travail, beaucoup de journalistes vont adopter des stratégies ou des dispositifs tels que l'autopilotage. L'autopilotage, c'est en fait le fait de se mettre en mode pilote automatique. C'est-à-dire que le journaliste va dissocier son rôle social, celui de citoyen, et son rôle professionnel, celui de journaliste, pour faire au mieux son travail. On comprend donc que beaucoup de journalistes peuvent être affectés par un événement qu'ils n'ont pas couvert parce qu'il n'y a justement pas cette barrière professionnelle ou psychologique. Cette barrière peut toutefois également tomber lorsque le journaliste est en fonction, alors qu'il est personnellement affecté par un ou des éléments de l'événement qu'il est amené à couvrir.
Autrement dit, la dérive émotionnelle se produit lorsqu'il y a un lien de proximité entre le journaliste et l'événement. Ce lien de proximité peut se décliner de 3 façons. La proximité géographique, c'est-à-dire que l'événement en question se déroule physiquement près du journaliste. La proximité psycho-affective, donc le journaliste peut se projeter dans l'événement, s'identifier aux victimes parce qu'il partage des caractéristiques psychosociales, par exemple. Ou encore la proximité culturelle, c'est-à-dire qu'il remarque qu'il y a des similarités culturelles entre sa communauté et la communauté qui a été visée par l'événement traumatique en question. Remarquons également que les événements que j'ai étudiés ne se sont pas déroulés sur des terrains réputés pour être hostiles. Ils comportent donc un certain effet de surprise qui peut accentuer la possible réaction de sidération. En ce qui concerne toute la question de la prévention, 80% des journalistes ont dit n'avoir jamais été sensibilisés aux risques psychosociaux en lien avec leur métier, que ce soit durant leur formation ou durant leur carrière. À vrai dire, le sujet est plus souvent abordé dans des situations extrêmes telles que la couverture de guerre. Pourtant, très peu de journalistes seront appelés à couvrir ce genre de situation, mais tous pourront et seront confrontés à des événements traumatiques au cours de leur carrière. En ce qui a trait au soutien offert, malgré un souci du bien-être, les intentions des employeurs sont parfois mal comprises et très peu d'organisations ont jusqu'ici mis en place des mesures concrètes pour aider les journalistes. Qui plus est, les journalistes admettent eux-mêmes que ce n'est pas dans leur habitude d'aller chercher du soutien auprès de leur employeur. Ils vont plutôt se tourner vers leurs collègues ou encore leur famille par peur d'être stigmatisés ou encore par manque de ressources. Dans cette optique, je recommande aux acteurs du milieu médiatique, donc les associations, les écoles et les organisations médiatiques, de travailler conjointement afin d'instaurer un système d'aide par les pairs dans les salles de nouvelles. Cette recommandation comporte également plusieurs avantages. En effet, elle est d'abord flexible, en ce sens où elle peut prendre différentes formes. Elle nécessite très peu de ressources. Elle correspond au désir des journalistes de trouver du soutien auprès de leurs collègues plutôt que de leur employeur. Elle renforce la solidarité et le sentiment d'appartenance de l'équipe. Elle peut servir à d'autres fins que celles des événements traumatiques. Et enfin, elle permet d'ouvrir une réelle discussion sur les enjeux de la santé mentale en milieu de travail. Sachez enfin que cette recommandation dépasse les frontières journalistiques et peut s'appliquer à bien d'autres domaines. En effet, plusieurs études ont conclu que le confinement aurait des impacts similaires à un trouble de stress post-traumatique sur la psyché. Entreprises de toutes sortes, c'est maintenant à vous de jouer. Que mettrez-vous en place pour soutenir vos travailleurs?